Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce premier numéro de Cercle des Arts. Et dans Cercle des Arts, vous entendez bien sûr art. Nous avons donc des acteurs de l'art sur ce plateau. Donc pour ce premier numéro, et donc nous allons recevoir en premier donc Monsieur Mamadou Meng. Il est professeur de français. Bonjour, Monsieur Meng. Bonjour, c'est un honneur et un plaisir d'être là, de parler quand même de ce monument de la littérature africaine, Bernard Dadjé, et particulièrement le père de la littérature ivoirienne. On va parler de lui tout à l'heure, M. Meng, Bernard Dadjé, qui est mort récemment, il y a 8 mois de cela. Il est décédé le 9 mars 2019. Nous allons décortiquer donc tout cela tout à l'heure avec vous. Et pour la rencontre de ce soir, nous avons aussi une écrivaine, une jeune écrivaine qui s'appelle Ndeye Dieng. Elle est juriste de formation. Elle a écrit Seymomala qui a obtenu le prix Aminata Sow Fall pour la créativité. Bonjour Ndeye Dieng. Bonjour Fatou, je vous remercie pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. Et tout à l'heure sera avec vous également Ndeye Dieng. Et nous avons aussi sur ce plateau Gongas, il est artiste, il est en même temps kinésithérapeute. Bonjour Bonjour à vous, et très heureux d'être là aujourd'hui. Vous allez nous accompagner musicalement. Pourquoi pas. Et on vous laisse un peu introduire. Signor Miata, anko ya jarama. Kamo joe amno ilatonomi. Minima abada yarentan tomereda. Signor Miwela, ko anong ilatonomi. Jamainya lauma tongonda fuanan waya. Militan, kubitan, gileran. Sabu kuminoman tongoni luo disenala. De la musique aussi dans cette émission Cercle des Arts. Nous allons bien sûr parler aussi du théâtre et il s'agit de Pod qui est bien reconnu, Pod Marichou, qui est un directeur artistique et en même temps acteur. Bonjour Pape Omar Diop du Pod. Oui, bonjour Fatou. Donc je salue aussi l'assistance, tout le monde qui est là et également les téléspectateurs de Walf TV. C'est un plaisir de faire partie de ce premier numéro d'une émission aussi enrichissante et également essayer d'apporter le tout petit savoir que j'ai dans ce milieu, moi je dirais théâtre et cinéma. Voilà, donc parler un peu des problématiques, je dirais plus du théâtre et tout ce que nous savons du cinéma. Voilà. Voilà, donc nous avons le grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau, vous qui avez accepté l'invitation de ce numéro. Et nous allons tout de suite passer le développement de cette introduction qu'on vient de faire. Voilà, nous vous le disions dès l'entame, donc nous recevons sur ce plateau un professeur de français qui va scruter les œuvres de Bernard Dadjé. Voilà, un pionnier de la littérature africaine, un pionnier de la littérature africaine qui a obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique en 1956. Nous allons parler de lui avec Mouché Meng qui est là. Bernard Dadjé, quand on parle de lui, on a beaucoup de choses à parler donc, de son itinéraire artistique, littéraire. Il a abordé presque tous les genres littéraires, le théâtre, la poésie, voilà, la chronique, tout, on peut dire des essais et autres. Et avant d'aller au fond des choses, nous allons suivre ce portrait que Diaby Gassama a fait pour nous sur Bernard Dadjé.
Bernard Belène Dadjé ou Bernard Aboukofi Belène Dadjé à l'état civil est un écrivain, académicien et homme politique ivoirien né à Assini au sud de la Côte d'Ivoire le 10 janvier 1916 et mort le 9 mars 2019. Fils de Gabriel Dadjé, compagnon de lutte du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, Bernard Dadjé est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Il figure de proue de la littérature ivoirienne et l'auteur d'une œuvre véritablement prolifique qui aborde tous les genres littéraires: poésie, roman, théâtre, chronique, conte traditionnel, le plus significatif étant le théâtre. Après des études à l'école normale William Ponty de Gorée, il travaille pendant 10 ans à l'Institut fondamental d'Afrique noire de Dakar. En 1947, il retourne dans son pays et milite au sein du Rassemblement démocratique africain. Les troubles de février 1949 le conduisent en prison pour 6 mois où il tient un journal qui ne sera publié qu'en 1981, carnet de prison. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il exerce tour à tour les fonctions de chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de directeur des affaires culturelles, d'inspecteur général des arts et lettres. Et en 1977, il devient ministre de la Culture et de l'Information. En 1965, il obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour Patron de New York et le prix UNESCO UNAM en 2016 pour son action en faveur de la culture africaine. Le Grand Prix des mécènes de l'édition 2016, le Grand Prix des mécènes de l'édition 2016 des Grands Prix des associations littéraires lui a également été décerné le 9 mars 2017 à Yaoundé, au Cameroun, en hommage à toute son œuvre bibliographique. Monsieur Meng, on le disait tout à l'heure, l'Afrique a perdu un grand monument, Bernard Dadjé, voilà, qui a écrit des œuvres très intéressantes. Il a dénoncé l'oppression coloniale, il a fait des œuvres lyriques avec Afrique debout, qui est une poésie très connue. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de Bernard Dadjé à travers tout ce qu'il a écrit et qui a servi tout un peuple? Effectivement, vous avez parfaitement raison, Fatou, parce que Bernard Dadjé est connu comme étant l'un quand même des pionniers de la littérature africaine d'expression française. Donc c'est véritablement un monument qui a été témoin de son temps et qui n'a pas manqué dans ses œuvres, voilà, de développer des problématiques liées à l'Afrique d'une façon générale. Maintenant, il faut dire d'abord qu'il est né en 1903, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, et il est mort en 2019, donc ce qui signifie qu'il a vécu 103 ans. Et du point de vue maintenant de la productivité, il a véritablement été fécond, parce qu'il n'a pas manqué quand même de toucher à tous les genres littéraires. Il a été donc essayiste, il a été chroniqueur, il a été dramaturge, il a été poète, il a été romancier, novelliste également. Donc pour dire véritablement toute la dimension qu'avait cet individu, donc Bernard Dadjé. Maintenant, parler de Bernard Dadjé revient aussi à parler de ces combats qu'il a tant menés et qui par ailleurs ont transparu donc, dans ses productions. Parce que n'oubliez pas que Bernard Dadjé a fait ses études au Sénégal, particulièrement à l'école William Ponty. Et avant de regagner la Côte d'Ivoire, il a fait 10 ans ici à l'IFAN. Maintenant, c'est vers les années 1947 qu'il a jugé nécessaire de rentrer au Bercail pour prendre part donc, au combat de son époque. Clandestinement, donc il a mené des batailles jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Maintenant, il a occupé des fonctions, directeur de cabinet, après directeur culturel, etc. Et à partir de 1976, il a été alors donc ministre, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour montrer véritablement son engagement direct, avant de parler de son engagement sur le plan littéraire.
Il a écrit des œuvres pour pouvoir donc montrer l'Afrique dans toute sa splendeur, contrairement à cette aliénation dont elle était victime. Et il a aussi tiré sur les colons, parce que dans beaucoup de ses productions, il n'a pas manqué quand même d'attaquer la colonisation et son lot de misère en Afrique. Si vous prenez en compte cette trilogie, il a écrit comment ça s'appelle encore? Un nègre à Paris. Un nègre à Paris. Il y a également Patron de New York. Patron de New York. Climbier. Pas Climbier, mais il y a une trilogie. Il y a une trilogie. Le troisième, c'est pas. Le troisième roman, c'est pas Climbier. Bon, donc ça va venir. Mais c'est juste pour montrer que dans ces romans, il met quand même en scène un personnage partagé entre deux cultures. Un personnage qui est en contact avec un univers qui ne lui est pas familier, un univers donc nouveau. Et dans ce cas, cet individu est en quête maintenant de l'humain, parce que tout simplement, ce qu'il a appris, les valeurs qu'il a emmagasinées depuis qu'il est tout jeune, ne sont pas véritablement ces valeurs qu'il a vues dans ce monde nouveau. Et comme forcément il doit y avoir mutation, il ne veut pas que cet individu tombe donc dans le mimétisme. C'est pourquoi il a jugé nécessaire de faire une représentation qui montre en quelque sorte un individu qui s'enracine d'abord, qui prend ses valeurs, donc les plus cardinales, ses valeurs profondes, et de s'ouvrir comme l'a défendu quelque part Léopold Sédar Senghor. Donc ce rendez-vous du donner et du recevoir, l'enracinement et l'ouverture. Donc voilà ce qu'il convient de retenir fondamentalement par rapport à cet écrivain, Bernard Dadié. C'est un homme politique, c'est un littéraire, il a énormément écrit et dans sa production transparaissent véritablement les problématiques qui ont secoué l'Afrique. Et c'est un enfant qui a également vécu l'oppression coloniale. Et il a voulu montrer ça dans une œuvre satirique, en dénonçant toutes les mauvaises conditions dont les parents noirs. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il est né en 1903, il est mort en 2019, ce qui signifie qu'il était là avant la colonisation, après la colonisation. Et après la colonisation, on parle de l'ère des indépendances, mais il a d'ailleurs compris que cette indépendance n'est que de façade, parce que c'est lui aussi, avant sa mort, déjà à 100 ans, qui a écrit une lettre ouverte adressée au président Ouattara, juste pour faire des injonctions par rapport donc à ces politiques qu'il a voulu entreprises en Côte d'Ivoire et dont donc l'Occident est derrière. Voilà donc un auteur qui a été témoin de tout cela et qui a voulu prendre une part active dans ses productions, et même physiquement aussi il s'en est pris à cela, parce qu'il a organisé des manifestations, il a participé à tout cela, et il a d'ailleurs été emprisonné. Il a fait donc 18 mois en prison, et à partir de ce moment même, il a essayé d'écrire des chroniques pour parler donc de cette vie carcérale en quelque sorte. Oui, dans Carnet de prison. Effectivement, dans Carnet de prison. Tout à fait, M. Meng. Et voilà, on peut retenir que Bernard Dadié voulait montrer l'ouverture de la conscience noire en quelque sorte, en publiant ses œuvres comme Climbier, voilà, Un nègre à Paris et Patron de New York. Dans Afrique debout aussi, c'est une poésie très célèbre. C'est une poésie très engagée. Militante, mais il y a une dimension peut-être qui est occultée, c'est un peu le style. Je crois que cette écrivaine qui est devant nous va nous en parler tout à l'heure, parce que son style est un peu mitigé. Tout à fait. Il y a à la fois les codes traditionnels et des codes dits plutôt modernes. C'est quelqu'un qui ne veut pas à chaque fois s'accommoder à ses règles dites classiques. Donc parfois il s'accommode à ses règles, mais il laisse aussi dans bien des cas libre cours à son inspiration. Ce qui fait que sa production du point de vue stylistique se montre quelque part hybride. On regarde en quelque sorte, voilà, on regarde en quelque sorte cet Africain qui innove, mais cet Africain également qui fait recours à ses codes traditionnels. Donc le style n'est pas véritablement à laisser en rade, même si les thématiques sont intéressantes, le style, voilà, l'est beaucoup plus. Tout à fait. Et dans Pagne Noire, qui est une pièce théâtrale, là, il dénonce les conditions de vie désastreuses du côté psychologique comme moral d'une fille, Aïwa, donc qui a subi des conditions délétères de la part de sa marâtre. Effectivement.
Elle a perdu sa mère le jour où elle donnait naissance, hein. Donc en lui demandant de laver le pagne noir. Ouais. Et voilà, il y a tant de leçons qu'on peut tirer de cet ouvrage Pagne noir. Oui, effectivement, c'est une nouvelle qui fait partie d'un recueil. Et le plus souvent, certains auteurs dans leur publication prennent justement le titre d'une nouvelle parmi tant d'autres pour en faire le titre de l'ouvrage global en fait. Voilà, c'est pour dire aussi que le militantisme n'a seulement pas été politique, il y a un militantisme social. C'est l'auteur donc qui dénonce quelque part des pratiques, des faits sociaux qui n'honorent pas l'homme en question et qui le dégradent. Voilà, donc toute cette histoire-là, c'est pour véritablement aussi dénoncer ces pratiques et montrer qu'il y a des parents peut-être qui ne jouent pas le jeu ou qui n'arrivent pas aussi à concevoir l'éducation comme cela se doit, selon donc justement Jean-Jacques Rousseau, qui pense que éduquer, c'est faire en sorte que l'individu soit un homme sociable, soit un humain, soit également un citoyen, etc. Donc l'auteur est entré à fond dans cet environnement social pour critiquer et quelquefois aussi prodiguer des conseils, donner des valeurs qui pourraient permettre à l'individu de mener une vie sociale apaisée. Tout à fait, M. Meng. Donc, vous avez parcouru presque de manière résumée donc toutes les œuvres de Bernard Daguet. Donc, la lecture agrandit l'homme. Si on se réfère à la citation de Voltaire, et donc ça se reflète à travers les œuvres de Bernard Daguet qui conscientisent en même temps et qui dénoncent. Hein, voilà, donc. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir grosso modo. Voilà les thèmes essentiels qu'on peut retenir et qui peuvent servir de leçon jusqu'à présent à toute une société. En tout cas, on m'a une fois appris que les grandes œuvres sont celles-là qui n'ont jamais fini de dire ce qu'elles ont à dire. Et Bernard Daguet, ses œuvres nous parlent toujours pour dire véritablement qu'il est un grand auteur. Tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir parcouru donc tout cela et nous allons donc passer directement à autre chose. Nous avons donc une autre écrivaine, contemporaine, des Fatou Dieng, donc auteur de ces moments-là, des Fatou, ces moments-là, ce sont des moments horribles, des moments de bonheur ou des moments de malheur? Bon, disons que j'ai voulu que ce soit tous les moments en fait, tous les moments de la vie et surtout les moments qui comptent. Maintenant, les moments qui comptent peuvent être des moments heureux, tout comme aussi ils peuvent être des moments très malheureux. Dans tout ça, bien sûr, il y a toujours une leçon à retenir. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé. Un résumé, oui, de ces moments-là. Bon, en fait, c'est mon deuxième roman. Le premier, c'est Le Sanctuaire violet, qui a été publié en 2015. 2015. Oui. Et ces moments-là ont été publiés en 2018 aux éditions Harmattan. Donc voilà. En fait, c'est l'histoire de deux jeunes gens qui se rencontrent à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Maintenant, Alia et Raphaël, un garçon et une fille. Tout va bien, ils sont amis, ils ne sont pas amoureux, comme pourraient le penser beaucoup de prime abord. Donc, ils sont amis. Il y a cette forte amitié-là qui les lie et tout. Et ils vivent leur vie comme deux jeunes gens normaux. Tout est bien, dans le meilleur des mondes. Jusqu'au moment où, dans un pays voisin, apparaît un fléau. Un pays que j'ai appelé le Crimar. Un fléau, c'était une maladie à virus avoli, oui, et qui a commencé à décimer la population et tout. Donc au début, c'est l'indifférence, en fait, c'est l'indifférence. Pourquoi? Parce que c'est loin, le Crimar c'est loin, c'est pas le Sénégal, donc il n'y a pas à s'inquiéter, on ne s'émeut pas outre mesure. Et puis, les choses vont quand même changer parce que le virus va dépasser les frontières du climat et commencer à atteindre d'autres pays. Et à un moment, il y aura un jeune atteint de ce virus avoli qui va parvenir à s'échapper de la quarantaine et venir au Sénégal. Donc ça rappelle un peu une certaine histoire qui s'est passée au Sénégal. Maintenant, j'ai quand même voulu... Ebola. Oui, mais comme j'ai eu souvent l'habitude de l'expliquer,
c'est quand même une histoire qui a engendré beaucoup de douleur. Et donc, la douleur mérite une certaine retenue et un certain respect. Donc, voilà. Maintenant, ce jeune-là, quand il atteindra le Sénégal, j'imagine un Sénégal où il y aurait eu Ebola. Effectivement, Ebola. Avoli, je m'y perds. Donc, voilà. Et à partir de ce moment, les choses vont changer. Parce que jusque-là, c'était la normalité, c'était le train-train, tout était bien et tout. Mais les choses vont changer. Parce que de part et d'autre, il va y avoir des pertes. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est comment les gens vont réagir par rapport à ces pertes-là, par rapport à toute cette douleur soudaine-là et tout. Donc, du côté d'Alia, tout comme du côté de Raphaël, il va y avoir des pertes. Donc, ce sera un peu difficile, je dirais, à gérer, très difficile même surtout du côté de Raphaël, qui va s'éloigner un peu. Et là, Alia, elle découvre une chose, c'est que leur amitié n'est pas à toute épreuve. Et ce qui se passe, c'est quoi? À un moment, ils ne peuvent juste plus être ensemble. Ils ne peuvent plus être ensemble nulle part. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rencontrer une dernière fois. Et ils vont se faire une promesse. Et cette promesse, c'est de se retrouver 10 ans plus tard, dans les lieux même où tout a commencé, c'est-à-dire à l'université Gaston Berger. Quand la douleur sera partie, quand ils auront réalisé leurs rêves et tout, ils vont revenir à l'université. Donc, entre-temps, ces 10 ans-là, chacun va vivre de son côté. Et à un moment, ils vont honorer leurs promesses et revenir. Donc, c'est de ça, je pense que j'ai résumé. Oui, voilà. Ils se sont rencontrés. Et après, qu'est-ce qu'on peut retenir comme thématique à travers ces moments-là? À travers ces moments-là, je pense en fait, je pense que c'est surtout la résilience. La résilience. Oui. La résilience qui est cette force morale-là de pouvoir se relever à chaque coup dur et tout. Donc, je pense que c'est la résilience qui est vraiment ce qu'il y a à retenir. L'espoir également, l'espoir qui peut être délétère parfois, comme le dit un des personnages, mais qui quand même parfois permet d'avoir des ailes et surtout permet de survivre et de continuer. Et il y a aussi l'amitié, il y a l'amour également, voilà, la solidarité surtout. Voilà, je pense que ce sont ces thèmes-là, ces thèmes qui sont très intéressants. Voilà. Qu'on rencontre dans la société sénégalaise. L'amour, il y a l'amour pur et dur, l'amour sincère, hein, si on peut dire. Les gens qui sont restés presque une décennie sans se voir et après se retrouver encore, voilà, et vivre le parfait amour, entre guillemets. Bon, est-ce qu'ils vont vivre le parfait amour là? À la fin? Je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je préfère dire ça. Ils vont se retrouver. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils vont honorer leur promesse. Cette promesse faite en des temps très durs, ils vont quand même l'honorer. Malgré ce qu'ont été leur parcours à tous les deux et tout, 10 ans plus tard, malgré leurs ambitions et tout, 10 ans plus tard, ils vont se souvenir de cette promesse-là et ils vont revenir au Sénégal à l'université Gaston Berger. Maintenant, ce sera le moment de faire carte sur table et de voir si trop d'eau n'a pas coulé sous les ponts. Voilà. Tout à fait. Donc, un livre très intéressant, publié et qui a remporté le prix Aminata Sow Fall pour la créativité. Effectivement, en 2017, n'est-ce pas? En 2017, oui. Donc, à l'époque, c'était un manuscrit, c'était un appel à manuscrit pour les jeunes auteurs de moins de 30 ans. Donc, j'ai postulé et voilà, un jour j'ai reçu cet appel-là que je n'oublierai jamais. Et vous exhortez également les jeunes à s'adonner davantage à la lecture, à la littérature, parce qu'on voit que maintenant, dans les bibliothèques, on ne voit plus les enfants avec le phénomène de la technologie. On s'y met maintenant. Bon, c'est vrai que la technologie a un peu changé les choses. Pourquoi? Parce qu'elle a été une source de distraction, en fait, une autre source de distraction. Avant, c'était plus facile de lire parce que vous ne saviez pas comment passer le temps et tout. Donc, c'était très facile d'aller à la bibliothèque, de prendre son livre et d'aller dans son coin pour lire. Maintenant, quand Facebook est venu, quand WhatsApp, bon, il y a eu beaucoup de choses. Non, mais je pense que cette technologie n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'avec cette technologie aussi, on peut s'ouvrir et on peut accéder à d'autres choses auxquelles on n'avait pas accès auparavant. On peut lire mieux. Maintenant,
les jeunes lisent. J'entends souvent dire ça, que les jeunes ne lisent pas, mais les jeunes lisent quand même, ils lisent. Et surtout, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'ils écrivent. Je pense que M. Meng va réconforter cette idée en tant que professeur de français. Il y a l'orthographe où on peut examiner le niveau des élèves par rapport à la lecture. Oui, bon. Le niveau des élèves, ça va de mal en pis et je crois que aussi c'est normal. Elle en a parlé. La cause n'est pas à chercher ailleurs, c'est cette technologie quand même grandissante. Mais à l'époque, il fallait impérativement lire pour découvrir le monde et passer du temps. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Mais elle a raison, il y en a qui lisent, les jeunes lisent. Peut-être ce sont les tribunes qui ne sont plus les mêmes. Ils peuvent lire à partir de leur téléphone, lire à partir de leurs ordinateurs et tout. Ils lisent quand même. Voilà. Madame Ndeye Fatou Dieng, donc en écrivant ces moments-là, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette œuvre? D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a poussé D'abord, il y a eu ces merveilleuses années passées à l'université Gaston Berger, où j'ai expérimenté presque la panoplie complète en fait de tout ce que j'ai dit ici, l'amitié, l'amour, l'espoir, la résilience. Vous étiez un rat de la bibliothèque donc. Je suis née dans un centre culturel, donc j'ai passé toute ma vie entre les livres et tout. Donc voilà. Maintenant, à un moment, il y a eu aussi Ebola. Il y a eu Ebola et nous l'avons chacun vécu d'une manière différente. Oui, on peut dire ça, oui. En fait, pas inspiré, je dirais que ça m'a poussé en fait à le faire enfant. Donc c'est ça. À un moment, il y a eu Ebola aussi et j'ai eu envie d'en parler parce que j'ai vu différentes réactions et je me suis dit, qu'est-ce qui serait arrivé si réellement la maladie avait prospéré ici? En fait, c'est à partir de cette question-là que j'ai écrit ce livre. Et dans Sanctuaire violet, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce qu'on peut retenir comme point saillant dans cet ouvrage? Le Sanctuaire violet aussi, c'est surtout la résilience. En fait, j'aime beaucoup ce thème. J'aime beaucoup ce thème parce que dans un monde tel que celui-ci, où il y a toujours matière à désespérer parfois, je me dis que le plus essentiel, c'est de savoir qu'il y a toujours quelque chose qui peut nous retenir, quelque chose qui vaille la peine de se battre et tout. Donc le Sanctuaire violet, c'est le roman d'une enfant en fait. Là j'avais 21 ans je pense, je venais juste d'intégrer l'université, il y avait d'écrire, je n'avais rien à faire, je voulais vraiment écrire un livre parce que j'y songeais depuis un moment. Et donc j'ai écrit ce roman d'une jeune fille qui intègre aussi l'université, une riche héritière avec des secrets et tout. En fait, c'est un roman assez simple. Donc voilà, c'est le roman d'une vraiment jeune fille, quoi. D'une jeune fille. Oui. Là, vous êtes mûrie en écrivant ces moments-là. Donc on peut dire. Disons que j'ai un peu grandi. Et je pense que aussi c'est ça. Tout au long de nos œuvres, on grandit, on mûrit. Donc j'espère que celui qui viendra après ces moments-là sera plus mûr. Voilà, plus abouti. Merci en tout cas, Ndeye Fatou Dieng, de nous avoir donc décrypté ces œuvres que vous avez écrites et donc qui a eu un succès également et qui mérite d'être connu. Merci beaucoup. Là, et tous nos encouragements. Merci à vous. Et nous allons parler bien sûr de théâtre avec notre invité, comme nous vous l'avions annoncé, Pape Oumar Diop, Pod de théâtre. Ça, voilà. Donc, il y a donc Molière, hein, de Tartuffe. Hein. On ne peut pas parler de théâtre sans ne pas parler de Molière qui a écrit cette fameuse pièce théâtrale, Tartuffe, voilà, qui parlait d'une dévotion d'un faux type, hein, voilà, d'un imposteur. Voilà, il disait que le théâtre n'est fait que pour être vu. Exactement, le théâtre est fait pour être vu, regardé également et bon, c'est le 4e art. Donc nous ici au Sénégal, franchement ça fait partie de notre culture. On a cette culture-là et on a également de très grands hommes de théâtre. Je ne peux ne pas citer celui qui est mon idole, Ibrahima Mbaye Sopé, qui a formé beaucoup de jeunes. Également Ibrahima Mbaye Dièye, également qui se connaît très bien.
des gens comme Pape Faye. Vraiment, donc il y a de grands hommes ici qui ont beaucoup fait pour le théâtre. Mais par contre, comme on dit, on a cette phrase-là qui dit que le théâtre ne nourrit pas l'homme. Ouais. Et ça, ce qui fait que depuis un certain temps, le théâtre se meurt. Donc nous, en tant que jeunes, et ça fait un moment, je dirais moins de 6 ans, que nous avons intégré le milieu. On a essayé de voir, de trouver un modèle. Parce que nous, depuis jeunes, on regardait les pièces de théâtre. Hein, mais on se disait, c'est quoi le problème? Parce que quand on regarde, par exemple, au théâtre Daniel Sorano, les pièces qui étaient regardées, c'était des pièces de L'Os de Morlam. Donc, c'est des pièces qui sont jouées, qui sont très bien interprétées par de très grands comédiens. Par contre, il y avait un problème. Bon, avant, il y avait beaucoup de téléspectateurs. Il y avait beaucoup de gens qui allaient regarder ce spectacle-là. Mais aujourd'hui, qui va aller voir une pièce de théâtre, par exemple, L'Os de Morlam? Donc, il y en a peu. Donc, on a essayé de se poser la question de savoir pourquoi. Et la réponse qu'on a trouvée, c'est-à-dire, on a découvert qu'ici au Sénégal, les gens, ils regardent plus ce qu'ils vivent. Parce que l'histoire de Morlam, c'est une ancienne histoire. Donc aujourd'hui, les gens ne vivent pas ça. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils vivent, c'est la polygamie. Dans les maisons, les problèmes entre couples. Donc, d'où les téléfilms sont nés et ont connu beaucoup de succès. Parce qu'il y a, ne pas citer, par exemple, la série Un café avec, qui est venue à un moment où les gens étaient presque désespérés. Ils ont innové par peut-être les décors, également par une nouvelle façon de réciter. Parce que c'est vrai, avant c'était des grands hommes de théâtre. Bon, je parle sous le contrôle de monsieur qui se connaît très bien. Donc il y avait de grands hommes, mais aujourd'hui la façon a changé. On a pris de nouvelles têtes, des gens qui viennent réciter naturellement. Ce qui n'est pas peut-être ce qui se fait de mieux, mais force est de reconnaître que ça capte les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs, comme on nous appelle les acteurs des séries sénégalaises, ils font le buzz. Ils sont très adulés par le public sénégalais. Ils savent capter l'audience. Parce qu'aujourd'hui, une série comme Pod et Marichou, c'est la série la plus regardée ici au Sénégal si on cumule le nombre de vues. Et on peut avoir jusqu'à 1,2 million de vues sur YouTube par épisode. Ce qui est énorme. Donc on se dit, il y a une ouverture sur le modèle qu'on doit trouver pour que les gens puissent vivre de cet art-là. Et c'est comme ça qu'on a démarré, parce que nous, au début, on était juste diffuseurs à Marodi, là où je travaille, en tant que directeur artistique et en tant que scénariste également. Donc on était d'abord diffuseurs de contenu, après on est devenu producteur parce qu'on a voulu faire nos propres productions. On a commencé par la série Pod et Marichou, ensuite on a produit la série Nafi, on a produit la série Maîtresse d'un homme marié, et actuellement il y a Golden qui est diffusée. Donc c'est des séries qui captent vraiment l'audience. Donc et là on travaille aussi toujours pour essayer de voir comment on peut faire évoluer le théâtre. Et je pense qu'il y a récemment, il y a 3 mois, on a découvert quelque chose parce qu'un grand homme comme Khadim Sen, parce que vous le connaissez très bien, Khadim Sen, alias Billy dans la série Pod et Marichou, qui a fait son spectacle. Qui a fait son spectacle à Soran et qui nous a éblouis. Franchement, il y avait des jeunes. Donc on s'est dit, pourquoi dans le théâtre faire des spectacles qui sont adaptés à notre public? Donc il a interprété, je pense, le rôle d'un ancien combattant. Vraiment, il y avait beaucoup d'enseignements, mais il y avait de la comédie. Et c'était très bien. Et moi, je me suis dit, c'est un début de solution. Parce qu'actuellement, il faut faire sortir les gens dans les maisons pour aller regarder les pièces de théâtre. Et je pense que Billy nous a sorti un début de solution. Dommage que ce n'était pas retransmis aux télévisions. Mais je pense que d'ici peu, on peut trouver une solution par rapport à ça. Et il y a de l'avenir, surtout dans ce milieu.
du côté du théâtre, parce que comme j'ai dit, il y a de grands hommes qui sont là et qui peuvent apprendre aux jeunes, à ces jeunes passionnés, quoi. Je pense que Pod et autres producteurs ont compris l'état d'esprit des Sénégalais. Le théâtre qui est le reflet de la vie. Vous donc subordonnez tout cela en créant vos pièces. Savoir les réalités de la société sénégalaise pour pouvoir le mettre en scène. Effectivement. En fait, ça, moi, je pense que ça, c'est un peu la force de Marodi. Parce que moi, quand j'ai débuté à Marodi, j'étais community manager. Community manager, c'est-à-dire j'étais sur Facebook. Je savais, j'avais l'aptitude de faire parler les gens. Je savais un peu ce qui intéressait aux gens. Donc, même dans notre façon d'écriture, parce que nous, on n'a pas appris à écrire un scénario. Nous, on avait des connaissances comme ça sur le tas. Et c'est pour ça qu'on a un peu, bon, je dirais pas, bon, on a essayé de respecter les règles, mais pas en tant que tel. Parce que, bon, dans les règles, souvent on dit il y a un protagoniste, il y a l'antagoniste. Oui. Souvent dans les séries qu'on regarde, le protagoniste, tout le monde est d'accord avec lui. Et l'antagoniste, c'est celui que tout le monde déteste. Mais nous, par exemple, la particularité qu'on a créée dans Pod et Marichou, par exemple, il y a le personnage de Marichou, qui reflète un peu la femme sénégalaise, la femme djongé, la femme que tout le monde aime. La femme parfaite. La femme presque parfaite, quoi. Mais on a voulu, à l'opposé, pas créer une antagoniste carrément, mais créer aussi un personnage qui est Eva, mais une femme qui a également ses valeurs et qui a ses défauts aussi. Par exemple, c'est une femme, un peu occidentale, mais c'est-à-dire c'est une femme émancipée, la femme qui aide son mari, mais la femme qui n'est pas forcément soumise comme Marichou. Donc on a essayé de faire le reflet des deux types de femmes qui existent ici au Sénégal. Tout à fait. Et ça a connu un succès. Et certains supportent Marichou. Exactement, et le reste supporte Eva. Donc il y avait la team Eva, team Marichou. Voilà. Et après chaque épisode, dans les commentaires, en fait, il y a les femmes qui se battent, qui se disent non, je suis Marichou, Eva, tout ça. Donc il y avait une querelle et il y avait un débat. Parce que l'objet, c'est de créer un débat. Que les gens puissent débattre, pour dire non, pourquoi Marichou est mieux que Eva, et l'autre va te dire pourquoi Eva est mieux que Marichou. Je pense que Pod, je vous interromps pas, mais c'est à ce niveau qu'on sait que la pièce théâtrale a réussi ou pas. Voilà, effectivement. Donc ça devient une réalité. Exactement, ça devient une réalité parce que les gens vivent cela. Moi, par exemple, je suis approché par des jeunes qui me disent, grâce à toi, j'ose maintenant, en tant que jeune, prendre une deuxième femme. Ils me disent, avant, j'y pensais pas, parce que je disais que c'était juste pour les vieux. Mais grâce à toi, j'ose maintenant. Et il y a les femmes qui me disent le contraire et qui me disent que, franchement, quand je regarde la série, je te déteste parce que mon mari, maintenant, il commence à penser à ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Bon, certains disent que nous, en fait, des fois, il y a des scènes un peu obscènes. Oui, mais... obscène avec Maîtresse d'un homme marié, qui était une pièce, il y avait beaucoup de critiques. Hein? Oui, il y avait des critiques, mais par exemple, nous, on évite ça. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont déjà censurées à l'intérieur, avant, en pré-production. Mais il faut savoir que, aussi, quand on parle de cinéma, il faut se dire que c'est différent du théâtre. Parce qu'aujourd'hui, en matière de cinéma, celui qui regarde et qui ne comprend pas la langue, et peut-être qui entend, mais qui regarde et qui ne comprend pas ce qui se dit, doit pouvoir comprendre un peu ce qui se passe. Un couple, vous ne pouvez pas être un couple, mari et femme, vous êtes là à vous parler. Celui qui est là, qui regarde et qui ne comprend pas la langue ne va jamais comprendre. Il y a des gestes qui font que le gars qui regarde, il va se dire, ah ok, ça c'est un couple marié. Donc c'est à travers ça, il y a des choses qui ne peuvent pas manquer, mais on essaye, parce qu'on a des codes, on a également des valeurs. Ici, on est au Sénégal, par exemple, on n'osera pas faire une scène où il y a des gens qui s'en passent. Ça, on ne le fera jamais. Mais vous évitez parfois de montrer des scènes obscènes, hein, parfois, comme avec Maîtresse d'un marié. À la fin, on voit que vous avez un peu omis ces genres de oui, par exemple, bon, dans ces genres de scènes-là, il y a des phrases qui sont dites, parce que là, l'actrice est en train d'interpréter le rôle d'une femme sénégalaise qui est là, qui est émancipée. Mais cela ne veut pas dire que nous, on dit que c'est ça qui est bien.
On essaie de montrer qu'il y a ça au Sénégal, c'est une réalité. Maintenant, après, la leçon, c'est aux gens d'en tirer leçon. Parce qu'il faut voir après la finition, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi son histoire, est-ce qu'elle aura une fin heureuse, c'est ça. Et il y a beaucoup de sous-thèmes dedans, à chaque fois, c'est pas seulement côté amour, côté marié. Il y a d'autres, même dans Maîtresse d'un homme marié, il y a une dame qui n'avait pas connu son père, tout juste après elle l'a connu. Tout cela, il y a donc beaucoup de effectivement, il y a beaucoup de thèmes. Et ça, moi je pense que il faut... Le mérite revient à Calista, également scénariste qui a écrit cela et qui a fait des recherches. Parce que des fois, quand on entend des critiques, moi je me dis, non, il faut attendre. Parce que franchement, Calista, elle a pris son temps pour écrire. Des fois, elle prend du temps pour faire... Elle traverse un peu partout le Sénégal pour faire des recherches. Et Khalissa, que je salue au passage. Exactement. Une dame que je connais très bien. Donc les scénaristes ont un grand rôle à jouer dans bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on veut agrandir. On s'agrandit, on essaie de voir ce qui se fait de mieux un peu partout. Donc on va aller chercher les grandes têtes, les bons scénaristes qui peuvent, et pourquoi pas produire leurs œuvres. Ouais. Et voilà, côté personnage, vous choisissez comme ça les gens ou bien il y a des critères à remplir pour jouer? Parfois on dit que telle personne ne doit pas jouer une telle pièce parce que c'est pas conforme à ce qu'il oui, fait. Bon, en matière de casting, c'est assez ouvert. Mais il faut dire que des fois, il y a des... Bon, il y en a normes, hein, parce que ici, par exemple, les jolies femmes attirent beaucoup le public. Le public sénégalais, le public masculin surtout, ils aiment voir les belles femmes dans les séries sénégalaises. Ça, c'est sûr. Ça, il faut le dire. Donc, du coup, ça... Exactement. Donc, ça fait partie... En fait, c'est des critères, hein, mais il n'y a pas que ça. Parce que des fois... Il faut avoir quelque chose dans la tête également. Exactement, bien sûr. Les deux. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile hein, de choisir une personne juste pour son physique. Parce qu'après, on peut galérer au moment du tournage si la personne peine. Mais là, on parvient déjà à former nos acteurs à l'intérieur parce qu'on travaille avec des gens comme Malik Sow, qui est spécialisé dans ça, qui forme tous nos acteurs. Au fil du temps, ils adaptent avec... voilà, ils parviennent à s'adapter par rapport au rôle. Voilà. En tout cas, merci Pod. Merci. Comment vous voyez les pièces théâtrales actuellement, M. Meng, en tant que prof de français? Oui. Vous suivez ces genres de... Oui, effectivement, tout à l'heure, on a un tout petit peu échangé. Et je pense lui avoir fait quelques remarques quand même, liées donc à la mise en scène. J'ai un tout petit peu fait du théâtre. Voilà, tout à l'heure, Pod dit quelque part que dans leur mise en scène, ils pensent au grand public. Mais je crois quand même que le public auquel il faut prêter d'abord attention, c'est le public local. Donc, à trop penser à ce grand public, on peut, je ne dis pas dépasser les bornes, mais au moins faire des choses qui ne soient pas de phase avec nos propres valeurs. Et à ce niveau quand même, il faut essayer de trouver des solutions équilibrées, etc. Et ne pas aussi tout le temps répondre aux critiques parce qu'une fois, en regardant peut-être une télévision de la place, j'ai vu quelqu'un répondre à un imam, etc. Ben, en réalité, les critiques sont constructives. Qui te critiquent ne t'offensent pas, mais ils te compensent. Il faut juste prendre compte de cela et essayer quand même de voir les palliatifs. Tout à fait. Mais je vous encourage vivement, vous êtes en train de faire du beau boulot. Et essayez aussi parfois de redorer l'image de l'enseignant. Hein. Son image est dégradée tout le temps dans les mises en scène. C'est l'enseignant coureur de jupon qui est mis en exergue, alors que voilà, il en est un parmi des milliers. Voilà, donc ne montrez pas quand même à la société que l'enseignant est comme tel. Et si vous montrez tout à l'heure, vous l'avez dit, parfois vous montrez des tableaux contrastés. Si vous montrez un enseignant coureur de jupon, montrez également cet enseignant qui fait bien son boulot et qui est récompensé par ses élèves en fin de compte. Je vous encourage vivement. Que Pod vous a bien entendu, M. Meng. Et comment vous voyez le théâtre sénégalais, les Fatou, à ce moment? Bon, là, je pense que le théâtre sénégalais est quand même en train de vivre de grandes heures. Hein. Je trouve que le travail est quand même à encourager parce qu'il y a juste 10 ans de cela, il n'y avait pas tout ça. Donc, en l'espace de quelques années, il y a eu Pod et Marichou, il y a eu Maîtresse d'un homme marié qui a quand même eu un grand succès, il faut le dire. Qu'on soit d'accord ou pas, il y a quand même eu un grand succès et je pense que c'est ce qui est bien,
que cela parvienne à attiser des passions et tout, je pense que c'est assez bien et que vous êtes à encourager quand même. Maintenant, oui, il faut aussi mettre des personnages assez contrastés, comme il l'a dit, s'éloigner un peu de cette vision manichéenne, le bien, le mal et tout. Un homme et deux, donc il faut en tenir compte et bon, on avance. Le rôle manichéen, il joue, est un élément essentiel de vraiment le bien et le mal. Cela, comme l'a dit M. Meng, donner une face positive mais à la fois donc négative en même temps. Oui, en fait, quand on dit le théâtre reflet, touche au fond du cœur, parfois ça touche les gens. Mais ça, c'est bien que ça touche les gens, en fait. Si vous ne touchiez pas les gens, ce ne serait plus de l'art. Je pense que c'est bien que vous irritiez les gens, qu'ils vous aiment, qu'ils vous détestent. Tout ça, c'est bien. Ça prouve qu'il y a de la réussite, il y a tout cela. Voilà, donc on ne peut pas parler de théâtre également, on ne peut pas parler de poésie, mais de poésie orale cette fois-ci. Et il s'agit bien sûr du slam. Le slam qui est un peu méconnu du public, hein, mais on va en parler aujourd'hui avec un couple qui fait du slam. Et donc, il s'agit de Ganandir et Adja Yassine Silla qui vont donc nous parler du slam et vont faire une prestation pour nous. Partir, revenir, entrer sans sortir, réfléchir, dessiner l'empire qu'on doit bâtir. Des nuits de veille pour 15 minutes de gloire, grâce aux merveilles, marquons nos pas dans l'histoire. Des réflexions, des répétitions, des prestations. Fatigués sans abandonner, travailler pour le Tout-Puissant. réformer ce qui est déformé, appeler les uns vers la vérité. Utilisant la culture, exécutant les ordres, voilà la philosophie de ces acteurs. Ce sont les acteurs de la réforme, les pompiers de la flamme, des réformateurs, des enseignants, des acteurs, des comédiens, des docteurs. des médecins. Ils nous montrent la vraie voie même s'ils ne sont pas saints, mais à vrai dire, ils sont tout. Point. Une terre belle, Un sol fertile, avec des ressources naturelles. une nature si pure Un climat si sûr, qui montre des merveilles, l'eau si cool, l'ambiance d'une foule, qui montre qu'on est à la terre belle. une terre presque abandonnée, Une terre presque détruite, un peuple pourchassé, un peuple en fuite. une affaire de rébellion, de libération, d'agression dont on ne connaît la cause. La découverte de la cause s'impose, se pose, car il faut que les nerfs se reposent. Une dose de sincérité, d'efficacité, de volonté pour cette paix. Casamance doit recevoir la chance. De goûter au bonheur de la liberté. Liberté. La paix de la Casamance Est une liberté et une émergence. pour nos localités. Faire de la Casamance une priorité. Et de sa stabilité une ferme volonté. Posons les armes. Discutons entre nous et réglons nos problèmes. Casamance doit reprendre son confort, sa verdure qu'on raconte dans son histoire. Oui, la paix. Nous disons oui à cette paix claire pour cette riche et noble terre. Tombons tous d'accord sur nos accords. Et oublions nos différends, Nous sommes des frères et des sœurs. unis par des relations sincères. La paix en Casamance. Est une volonté, Franchement, sincèrement. sérieusement. La paix en Casamance, nous y croyons fermement. Se réunir autour du tour de la cour et se dire l'essentiel. Un message qui parfois fait rage mais qui montre le réel. Un message fort, pur, sûr, qui dure, sans rupture ni déchirure, encore moins de nature. On l'oublie, même si parfois on crie et on le dit, il faudrait qu'on s'assure. Engagement. Détermination. Voilà ce qui nous manque réellement. S'engager. S'engager à être meilleur, à être plus fort et plus compétent. S'engager. S'engager à ne plus saler, ne plus jeter des ordures par terre et à ramasser des tasses de café au moins chaque jour. S'engager. S'engager à s'unir, à être prêt pour bâtir, pour construire une vraie nation. S'engager.
S'engager pour la patrie, pour le pays et pour les générations futures. S'engager. S'engager à ne plus faire de la politique pour notre propre confort. S'engager. S'engager à ne plus jamais voler l'argent du contribuable, à ne plus jamais voler l'argent de nos semblables et de nos prochains. S'engager. S'engager à ne plus mentir, à ne plus tenir des discours mensongers. S'engager. S'engager. S'engager à faire de l'éducation une volonté. S'engager. S'engager à faire de la médecine un rêve réalisé. S'engager. S'engager à faire cultiver nos terres, consommer nos cultures et réduire l'import et l'export. S'engager. S'engager pour la transparence. Pour l'excellence. La constance. Et la fraternité. S'engager. 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 Engageons-nous. Oui, engageons-nous. Car sans engagement, rien ne peut se créer. Et pour terminer en beauté dans cette dernière marche de cette émission, nous avons donc le grand plaisir également de recevoir Gongas, qui est un artiste et en même temps kinésithérapeute. Gongas, vous nous avez accompagné tout au début de l'émission avec cette musique très douce. Okay. Donc, c'est quel genre de style musical, ce que vous venez de faire? D'abord, c'est Gonga. 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 Qui veut dire vérité en pulaar. Vérité en Gonga, le groupe s'appelle oui, parce Gonga. Que vous vous nommez Aboubakry Diallo. Aboubakry Diallo. De votre vrai nom. De mon nom, je suis le membre fondateur du groupe Gonga. Voilà, nous faisons de l'acoustique en général, mais nous explorons beaucoup de genres musicaux. Plus précisément, tout récemment, on a participé à un truc de musique film. Bon, c'est en cours. J'espère qu'on a été présélectionné pour notre musique. Peut-être qu'on va être sélectionné peut-être. Bah, nous sommes en étroite collaboration avec les artistes, hein, d'ici et d'ailleurs aussi. Nous sommes dans un village planétaire. Donc là où tout se passe aux États-Unis, en dehors ou quelque part, les Sénégalais aussi sont au courant parce qu'il y a des appels à candidature sur le net. Bon, c'était seulement une petite parenthèse. Hein. D'accord. Par rapport à ça, là, moi je suis musicien, je suis kinésithérapeute. Alors, double casquette là. Oui, vous savez. Si il n'est pas toujours facile de vivre sa passion. Il y en a qui ont une passion et jusqu'à leur mort ne vivront jamais cette passion-là. Moi, j'ai eu la chance de vivre ma passion et de faire mon boulot. Mon boulot, c'est la kinésithérapie qui fait vivre ma famille, qui me fait vivre. Je ne dis pas que la musique ne me fait pas vivre. Bon, peut-être comparaison n'est pas raison, mais je sais que la musique peut générer beaucoup de trucs parce que c'est la musique qui m'a fait voyager en premier. Alors c'est par rapport à tout cela que je me suis dit, attends, je vais essayer d'allier mes deux passions, qui est mon boulot et la musique que j'adore, qui adoucit les mœurs. Vous savez, la kinésithérapie, chaque jour tu vois des personnes alitées, des personnes qui ont mal. On essaie de les réconforter, de les rééduquer, de les conseiller. Et d'autre part, la musique me permet, après une dure journée de compassion, parler aux gens chaque jour, de stresser. Et le soir, je prends ma guitare et je suis dans ma chambre ou bien avec les amis, avec le groupe. On fait du thé et puis on répète. D'où est venu l'esprit de faire le groupe. Voilà. On vous a entendu tout à l'heure parler de kiné-musicothérapie. C'est quoi la kiné-musicothérapie? C'est vous qui l'avez créée en faisant la kinésithérapie et en même temps la musique ou quoi? Oui, parce que je me suis dit que c'est deux choses qui peuvent s'assembler. Étant donné que tous les deux sont des thérapies, la musique est une thérapie. En écoutant de la musique, si on a mal, si on est fatigué, si on est triste, la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas, dit-on. Maintenant, la kinésithérapie essaie de soigner les mal du corps. Par exemple, une personne qui est paralysée, une personne qui a des problèmes de respiration, ou bien une personne carrément qui se sent mal corporellement, on essaie d'atténuer ces mal par nos manœuvres, et puis par nos conseils d'abord. Et aussi, je me suis dit que, attends, je peux allier les deux, parce que dans les pays européens, j'utilise de la musique classique dans les salles de relaxation. Et je me suis dit, pourquoi pas, comme je fais de la musique,
et je fais une musique qui n'est pas trop bruyante. Donc j'essaie d'allier les deux, pourquoi pas. Et j'ai essayé une fois, en cabinet, il y avait 2 couples portugais qui étaient venus. Et voilà, ils étaient là, j'étais en train de faire ma séance. Jusqu'à la 20e minute, le gars me dit, écoute, cette musique-là, elle est bonne, c'est qui? Je dis que c'est moi. Comment? Vous faites de la musique? Moi, oui. Et vous faites la kinésithérapie en même temps? Je dis oui. J'ai même créé un truc qu'on appelle kinésithérapie. Et ce mot-là l'a frappé. Tout à fait. Une semaine après, il m'a appelé, il m'a proposé de faire un truc avec moi. Et voilà, on a fait un truc. Là, Inch'Allah, prochainement, on va faire un CD spécialement relaxant, adoucissant, et puis voilà, on essaie. Ah ça, tout le monde en veut, hein, une musique relaxante. Vous savez, au Sénégal... Vous pouvez tirer quelques extraits de musique relaxante ou de la kinésithérapie, un extrait? Un extrait, non. Ah, pourquoi? Parce qu'on est en cuisine. Non, mais un petit non, vous n'allez pas nous... Vous savez, ça gâte un peu le truc. Non, ça parce que c'est sûr que dès que ça sort, vous serez les premiers à le voir, Inch'Allah. Hormis notre producteur qui est en Espagne. Donc vous serez les premiers à l'avoir, Inch'Allah. Mais toute musique n'est pas relaxante quand même. Oui. Il y a des musiques un peu sonores des fois. Oui, c'est seulement, vous savez, la musique c'est des fréquences. C'est seulement des fréquences. Vous savez, même la musique c'est les mathématiques. Hein? Il y a des gens qui croient que la musique seulement c'est du truc. Non, musique c'est calcul carrément. Il y a des ingénieurs de son qui font de grandes études, qui sortent, qui deviennent des ingénieurs de son. Ils ont bac plus 5 ou bien une année. Donc c'est pas une mince affaire. Chaque jour c'est de l'apprentissage. Chaque jour il faut essayer de persévérer et essayer de développer ses connaissances en quoi faisant. Les musiciens doivent apprendre ce qu'ils font. C'est-à-dire il ne faut pas faire seulement dans l'amateurisme, comme on dit. Essayons d'être vraiment professionnels dans ce que nous faisons, dans toutes les branches. Essayons d'être professionnels et essayons de mettre du cœur dans ce que nous faisons. Nous vous laissons jouer une partie un peu relaxante pour nous. Quand même. Oui, comme vous voulez. Et comme je suis... Pour nos téléspectateurs également qui sont en train de nous suivre. Ce morceau s'appelle Pardon. Qui veut dire Yafo. D'accord. Yafo, ano mirado. Yafo, ano jurindero. Sino comia na Nena majarama Baba majarama Nena majarama Akmiye bejarama Ayo 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 neno Ayo, 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 Jarabi, Yarama, Sinna, you mirado. I go to Hawaii of the moon, Suko de bo, Totu, Pardon, pardon, pardon. Yafo, ano yo, señala nia. Jinabe ensemble. Oh, Jinabe. On va. Jinabe. Oh, Jinabe. Ensemble. Jinabe. Oh, Jinabe. Jinabe. Continuez. Jinabe. Aïe. Woyo. Aïe, Jinandero. Jino. Sabuyolo. Yela. Yolo. Nena. Nene. Fanta. Fanta. Rama. Salah. Ramada. Mariama. Absa. Mami. Benda.
En tout cas, Bonga qui nous a fait chanter. Voilà. Ouais, bien, vous chantez bien. Hein? Ah c'est super. Mais ça permet un peu de décontracter l'atmosphère. Oui, ça nous décontracte. Voilà. Tout à fait. La musique, vous savez, la musique fait cet effet-là. Le fait de se détendre, de se relaxer et puis voilà, d'être free quoi. Tout à fait. Voilà. C'est une des thérapies de la musique. Oui, c'est une des thérapies. Voilà. Une thérapie bien faite quand même, hein, Bonga. Voilà. J'espère que le CD, dès que le CD sort, Inch'Allah, vous aurez votre part du gâteau, Inch'Allah. C'est en solo, ce CD? Oui, je suis dans un groupe, nous sommes 4. D'accord. Il y a un percussionniste en même temps qui joue calabasse. Il y a un autre qui avait balafon, mais qui est décédé, et à son nom, Adam Sissoko. Il est remplacé par un gars qui joue à la kora. Il y a un autre qui joue guitare solo, nous sommes 4. Issa Fall, il y a Youssou Dia, et il y avait Adamo Sissoko qui est parti maintenant, donc qui est remplacé par un autre. Bon, voilà, donc le groupe est toujours là, et nous sommes partout dans quelques restos où nous jouons. D'ailleurs, nous préparons notre anniversaire. En tout cas, merci Bonga donc pour cette thérapie musicale. Merci également à vous tous qui étaient là. Pod, merci. Merci beaucoup, je remercie vraiment l'assistance, c'était bien, l'échange était enrichissant. Et juste pour souligner quelque chose, Bernard Dadjé, moi je ne savais pas qu'il est décédé cette année. Franchement, pour un tel auteur, pour moi, je me disais que ça méritait pas de faire du bruit, mais un hommage. Tout à fait. Un grand hommage. Oui. Et parce que j'ai lu Le Pagnon depuis que j'étais petit. Et ça me choque le fait que son décès soit passé comme ça inaperçu. Vous avez raison. Ouais. Oui, beaucoup de gens. Voilà, en tout cas, merci Pod, Papa Omar Diop. Et nous remercions également M. Mamadou Beng, prof français, qui est donc là depuis ce matin, qui nous vient de Thiès. Merci. Merci, Fatou. C'est moi qui vous remercie plutôt. Voilà, en fait, ça a été quand même des moments de jouissance intellectuelle et tout. Et il y a ce musicien qui nous a gratifié ces belles notes-là, qu'on a appréciées. Et c'est la littérature. Elle est définie comme l'ensemble des œuvres orales et écrites. C'est cette dimension orale. Et tout le temps aussi, on parle de cette thérapie. En tout cas, c'est bien quand même d'innover. En tout cas, il y a une originalité également. Et je t'encourage vivement que tu ailles de l'avant. Et je profite aussi de l'antenne pour rendre un vibrant hommage à mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, et un coucou à mes élèves qui me suivent depuis Thiès. Voilà, merci. Merci M. Meng, merci également à Ndeye Fatou Dieng qui était là ce soir également. Merci beaucoup Fatou. C'est moi qui vous remercie vraiment parce que c'est un honneur déjà d'être là pour un premier numéro d'une émission nouvelle. En plus de cela, ça a été un moment de plaisir intense, ça a été un moment de partage d'art et de beauté. Donc, merci, je suis reconnaissante. Merci également à vous, merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez depuis une bonne heure donc, pour vous présenter Cercle des Arts, qui a réuni ce soir beaucoup d'acteurs du monde de la culture et de l'art. Et nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant ne pas remercier l'administrateur du Monument de la Renaissance, Abdoulaye Racine Senghor, et tout le personnel du Monument de la Renaissance. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Salut Bey. Également Pape Gora Gueye, Ouzin, voilà, du côté logistique, il y a également Ndao qui nous a accompagnés. Merci également côté stylistique à Rabi, Sissi Couture depuis Espoir. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Basuba, basuba ñu daje, basuba ñu daje, fo ñu daje waaw, bas ñu daje tey, bas ñu daje waaw, bas ñu daje yeah, bas ñu daje waaw, bas ñu daje. Bas ñu daje